2 chiffres ont suffi à renverser l'ordre du jour au Burkina Faso. Une densité diamantifère 10 fois supérieure à la moyenne mondiale, révélée en moins de 4 heures. Dans le cratère endormi de Somgand. En un seul matin, une mission de prospection routinière s'est transformée en anomalie géologique majeure, propulsant un volcan oublié au rang de pivot stratégique pour l'État. Que signifie une telle rupture au moment précis où le nom d'Ibrahim Traoré se trouve à l'intersection des attentes populaires, des marchés affolés et des convoitises étrangères? Derrière l'éclat brut des pierres, c'est l'architecture politique du pays qui commence déjà à se déplacer. La découverte de Somgandé porte une promesse aussi lumineuse que fragile, celle d'un pays capable de transformer une anomalie géologique en levier de stabilité durable. Mais cette promesse implique une exigence simple et redoutable: maîtriser la vitesse. Car entre la validation scientifique, les réactions diplomatiques et l'euphorie populaire, chaque cœur modifie le rapport entre opportunité et risque. Cette tension inaugure un pari collectif. Si le Burkina Faso parvient à contrôler l'information, structurer l'extraction et discipliner les marchés, la découverte pourrait devenir un socle technologique et institutionnel pour plusieurs décennies. À l'inverse, un emballement, même mineur, suffirait ouvrir la porte aux ingérences, aux spéculations et aux pressions capables de fissurer un État encore en consolidation. C'est ici que réside l'enjeu central. Somgandé n'est pas seulement un gisement, mais un test de gouvernance, où chaque décision compte 2 fois. Une fois pour la pierre, une fois pour la souveraineté. Et une question demeure, suspendue comme un fil invisible. Le pays saura-t-il tenir le rythme imposé par une découverte qui avance plus vite que tous ses précédents? La première certitude chiffrée est tombée moins de 6 heures après la prospection. Une densité diamantifère moyenne de 18,6 grammes par mètre cube, immédiatement vérifiée par 3 séries d'analyses successives. La seconde est apparue presque simultanément. Les modèles révélaient une continuité géologique potentielle s'étendant jusqu'à 15 km, redessinant l'ampleur du phénomène. À partir de ces 2 données, le récit national a changé de nature. Somgandé cessait d'être une anomalie scientifique pour devenir une architecture minérale complète, enchâssée dans la chambre d'un volcan silencieux depuis des millénaires. Les contrôles instrumentaux de l'équipe sino-burkinabé, les vérifications croisées et la mobilisation express de drones, de scanners souterrains et de satellites ont donné à la découverte une solidité technique rarement observée dans la région. Ce basculement a transformé la communication interne. En quelques heures, les rapports confidentiels atteignaient Ouagadougou et les premières images tridimensionnelles circulaient dans les réseaux d'experts. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré a convoqué une réunion de crise centrée non sur la valeur économique, mais sur la responsabilité collective. Cette posture a marqué une rupture. L'État refusait l'euphorie et privilégiait la sécurisation, la compréhension et la maîtrise du rythme. La télévision nationale a relayé une allocution où le président insistait sur la dimension stratégique de la découverte, rappelant que la richesse n'avait de sens que si elle renforçait la souveraineté. Dans les marchés, la ferveur initiale a laissé place à un regain d'attention inquiète, tandis que dans les villages, les anciens évoquaient un signe de la terre. Les chancelleries étrangères, elles, ont perçu un point de bascule comparable aux grands gisements pétroliers du XXe siècle. Plus la carte minérale se précisait, plus la fenêtre de décision se rétrécissait. Ainsi s'est imposée une idée simple. La véritable bataille ne résidait pas dans la découverte, mais dans la capacité du pays à structurer son propre tempo avant que le monde n'impose le sien. Au cœur des premières heures, un acteur s'est imposé comme point de convergence. L'équipe mixte de géologues, de techniciens et d'officiers mobilisés autour de Somgand. Leur rôle n'était pas d'interpréter l'euphorie, mais de traduire l'anomalie en données actionnables capables d'orienter l'État. Leur présence sur le terrain a fourni la première couche de stabilité dans un paysage déjà soumis
Aux rumeurs, aux spéculations et aux pressions extérieures, un premier micro-cas illustre cette dynamique. À 07h46, lorsque les courbes de densité ont commencé à diverger, les techniciens ont immédiatement suspecté un défaut de calibration. 3 contrôles successifs ont confirmé l'inverse. L'écart provenait du sol. Cette rigueur méthodique, répétée plusieurs fois dans la journée, a permis de verrouiller la fiabilité des données avant leur transmission à Ouagadougou, réduisant ainsi les marges d'interprétation hâtives. Un second micro-cas s'est joué dans les airs. Les drones déployés autour du cratère ont révélé une architecture de carbone cristallisée étendue sur plusieurs kilomètres, bien au-delà de ce que les analyses initiales laissaient présager. Ces images, traitées dans l'urgence, ont servi de base à la décision de sécurisation militaire prise dans l'après-midi. Dans cette chaîne d'événements, Ibrahim Traoré a incarné le relais institutionnel chargé de convertir la précision technique en décision politique. Sa consigne, comprendre avant d'exploiter, sécuriser avant de communiquer, a structuré la première réponse de l'État et donné une cohérence immédiate aux actions menées sur le terrain. Ces premiers gestes, encore modestes, ont façonné la trajectoire des jours suivants et montré comment une anomalie pouvait devenir un cadre d'action partagé. La question est simple, qui contrôle le rythme contrôle l'histoire. Tout bascule à 8h14. Les instruments déployés pour une simple prospection aurifères grésillent sans avertissement, comme si une ligne invisible venait de se tendre sous le volcan. Quelques minutes plus tôt, l'équipe suivait encore un protocole routinier. Quelques minutes plus tard, Somgangde n'est plus un site technique, mais une zone stratégique. Cette transition brutale marque l'ouverture d'une séquence où chaque geste accélère la suivante, comme un engrenage soudain libéré. À 10h00, le rapport d'urgence atteint Ouagadougou. Le message est bref, presque sec. Les modèles de densité divergent, les capteurs confirment une structure minérale hors norme, les vérifications internes écartent l'hypothèse d'un défaut matériel. Dans la capitale, les analystes comprennent que la situation a franchi un seuil. Les informations remontent sans embellissement, sans exagération. Quelque chose de massif repose sous la croûte basaltique. À 15h, les hélicoptères satellites militaires sécurisent le volcan. Les drones quadrillent le site, dessinent des cartes, superposent les couches minérales. Les scanners souterrains révèlent un entrelacement de carbone cristallisé qui dépasse tout cadre géologique classique. Les images tridimensionnelles du soir montrent une architecture qui semble respirer sous la terre, si vaste que les géologues hésitent à la qualifier. Les marchés mondiaux réagissent aussitôt. À Londres et à Dubaï, les indices du diamant bondissent de Dupuis-Boum en quelques heures. Les chancelleries convoquent leurs attachés économiques. Les analystes parlent d'un choc des ressources. L'euphorie populaire gagne les rues de Ouagadougou, où la Manchette, le plus grand gisement de diamants au monde, se trouve au Burkina Faso, circule comme un souffle partagé. Mais cette euphorie porte déjà une ombre. Si l'information est vraie, la pression va s'intensifier. Le lendemain, le président prend la parole. Sa phrase « Ce que nous avons trouvé n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité » devient virale. Par ce ton, Ibrahim Traoré crée un pivot narratif. Le récit ne doit pas glisser vers la célébration, mais vers la maîtrise. Dans le palais, les ministres et les commandants de l'armée décryptent les implications stratégiques. Dans les villages, les anciens parlent d'un signe transmis par la terre. Dans les réseaux diplomatiques, les notes de tension se multiplient. 3 jours plus tard, un tournant discret se produit. Des survols non autorisés sont détectés. Les drones, identifiés comme civils, portent des antennes ambiguës. L'armée verrouille la zone, renforce les radars, suspend la communication externe. Le gisement n'est plus une découverte. Il devient une cible. Les décisions se resserrent, les marges de manœuvre se réduisent. C'est alors qu'apparaît un geste structurant, la création d'une cellule mixte, science-défense, réunissant géologues, ingénieurs et officiers.
Ce groupe devient la charnière entre précision technique et posture sécuritaire. En très peu de temps, il redéfinit l'architecture de décision de l'État, stabilisant un environnement devenu hautement réactif. Dans les semaines suivantes, l'onde de choc continue de se propager. Les villages se mobilisent, les comités communautaires surveillent les routes d'accès, les universités organisent des séminaires improvisés, les marchés internationaux s'adaptent, les alliés comme les rivaux recalculent leur position. La trajectoire CDC est désormais claire. Chaque événement entraîne le suivant. Chaque décision ferme ou ouvre un couloir stratégique. Le tempo a changé et le pays doit rester capable de le tenir. La première donnée solide établit un écart massif entre le niveau attendu et la réalité. Une densité diamantifère moyenne de 18,46 grammes par mètre cube, soit plus de 10 fois la moyenne mondiale. Cette valeur n'est pas seulement exceptionnelle, elle modifie entièrement les méthodes d'extraction prévues de Icateuse au départ. Les géologues expliquent que cette densité impose un protocole de broyage extrêmement précis, afin d'éviter toute perte liée à la fragmentation. Cette exigence technique ajoute une couche de discipline qui conditionne la suite des opérations. La deuxième donnée mesure l'étendue du gisement cartographié, 2,3 km² confirmés, avec une continuité minérale projetée jusqu'à 15 km selon les modèles. Cette différence spectaculaire entre la surface validée et la profondeur potentielle signale que Somme Guindé n'est pas un filon isolé, mais une architecture souterraine ramifiée. Les ingénieurs soulignent que cette structure impose une exploration progressive, car un forage trop rapide pourrait perturber les zones basaltées. La configuration géologique devient ainsi une contrainte méthodologique autant qu'un atout. La troisième donnée quantifie la portée économique d'un scénario maîtrisé, une valeur cumulée estimée à 1200 milliards de dollars si l'extraction reste contrôlée et étalée sur 20 ans. Ce chiffre n'est pas une promesse immédiate. Il sert surtout de repère stratégique pour évaluer les risques de volatilité et les pertes potentielles en cas de décision improvisée. Les économistes précisent que la moindre variation de calendrier peut entraîner des milliards de fluctuations spéculatives. Cette sensibilité extrême place la temporalité au cœur de la gouvernance du projet. Ces 3 séries de données ont produit un effet immédiat dans les institutions. Les universités ont lancé des séminaires improvisés pour analyser les implications géologiques et économiques. Les ministères ont réorganisé leurs équipes internes pour suivre les modèles de progression minérale. Les ingénieurs ont comparé la configuration de Somme Guindé à celle des grands gisements africains, tout en soulignant que la structure en réseau du volcan imposait un paradigme technique inédit. L'ensemble a créé un socle de connaissances partagées qui manquait souvent dans les précédents miniers de la région. Au palais présidentiel, la translation des données vers la décision politique s'est faite en plusieurs étapes. Le rôle d'Ibrahim Traoré a été de stabiliser le récit institutionnel en insistant sur la transparence et la vérification indépendante. Cette posture a limité la spéculation prématurée et instauré une discipline collective autour de la communication officielle. Les audits successifs ont renforcé cette logique, fournissant une base objective à partir de laquelle les diplomates, les chercheurs et les techniciens pouvaient raisonner sans extrapoler. Dans les chancelleries étrangères, ces chiffres ont réorienté les analyses. Washington a recalculé ses projections sur les chaînes d'approvisionnement critiques. Pékin a revu l'ampleur des partenariats technologiques potentiels. Et Moscou a interprété les données comme un signal géopolitique majeur. Cette recomposition silencieuse montre que les chiffres ne servent pas seulement à comprendre le gisement, mais à anticiper les rapports de force qu'ils génèrent. Ainsi, l'évidence quantitative transforme Somme Guindé en cadre stratégique global. Les données, loin d'être des abstractions, deviennent le moteur d'un équilibre à construire, un équilibre où la précision compte autant que la puissance. 2 visions solides se sont rapidement affrontées dans les cercles d'analyse.
chacune portée par des arguments cohérents et difficilement réfutables. La première, défendue par de nombreux économistes africains, voit dans Somgandé une rupture historique. Un pays longtemps perçu comme enclavé peut, pour la première fois, écrire ses propres règles. Selon cette perspective, la discipline instaurée dès les premiers jours, vérification indépendante, audits successifs, transparence institutionnelle, constitue une ligne de force capable de neutraliser les scénarios de fragilité habituellement associés aux ressources stratégiques. L'argument central tient en une logique simple. Une découverte encadrée dès l'origine par des méthodes rigoureuses n'est pas condamnée à répéter les précédents du continent. En face, une seconde vision, portée par des experts internationaux et d'anciens diplomates, invoque le paradoxe des ressources. Pour eux, plus une ressource est considérable, plus elle attire les ingérences, la spéculation et les cycles d'instabilité. Ils citent les trajectoires du pétrole nigérian, du cobalt congolais ou de l'uranium nigérien, pour rappeler que la richesse minérale, si vaste soit-elle, peut devenir un facteur de vulnérabilité. Ils soulignent aussi que l'isolement diplomatique relatif du pays et ses nouveaux partenariats pourraient réduire sa marge de manœuvre dans une région déjà sous tension. Leur inquiétude ne porte pas sur la découverte elle-même, mais sur la capacité d'un État jeune à absorber un tel choc géopolitique. Le contre-argument formulé par les partisans du modèle disciplinaire s'appuie toutefois sur les faits établis dans les premières semaines. Contrairement aux précédents souvent évoqués, Somgandé est entré dans l'espace public avec un triple filet de contrôle. Données vérifiées indépendamment, communication prudente, audits répétés. Cette méthode limite d'emblée les distorsions, évite la captation opaque de l'information et rend plus difficile l'ingérence par la confusion. Ainsi, le débat ne se réduit pas à choisir entre optimisme ou scepticisme. Il révèle plutôt la nécessité d'une discipline constante. La ressource impose une méthode, et c'est cette méthode, plus que la richesse elle-même, qui pourrait décider de la trajectoire. Quelques semaines après l'euphorie initiale, les géologues détectent, sous les couches diamantifères confirmées, des traces de terre rares. Le signal est discret, presque enfoui, mais suffisamment clair pour réorienter la compréhension stratégique du site. Cette découverte ajoute une nouvelle dimension. Somgand n'est plus seulement une architecture minérale exceptionnelle, mais un nœud potentiel dans l'économie mondiale des technologies de pointe. La transmission du rapport au palais présidentiel enclenche un basculement silencieux. Ibrahim Traoré comprend que les équilibres internationaux ne seront plus les mêmes. Washington y voit une dépendance émergente. Pékin parle d'une réussite de coopération technologique. Moscou y lit la confirmation d'un nouvel alignement régional. Les chancelleries, jusque-là focalisées sur le diamant, recalculent leurs scénarios. Dans les villages, la révélation est perçue comme un signe supplémentaire de la Terre. Dans les universités, les étudiants évoquent déjà un tournant énergétique. Cette pluralité de réactions montre que l'enjeu dépasse la valeur brute. Il touche aux chaînes d'approvisionnement, aux alliances et au tempo que le pays devra désormais imposer. À partir de ce point, la trajectoire n'est plus ascendante. Elle devient structurante. Les effets de Somgand se sont matérialisés simultanément dans 4 sphères distinctes, révélant une transformation qui dépasse largement la seule valeur du diamant. Chaque domaine absorbe l'onde de choc à sa manière, avec des dynamiques propres mais étroitement liées entre elles. Dans les villages proches du volcan, les habitants interprètent la découverte comme un signe transmis par la Terre. Les comités communautaires, déjà actifs autour des routes d'accès, adoptent une vigilance renforcée et structurent une forme de gouvernance locale spontanée. Cette organisation ancre le projet dans un ancrage rural rarement observé dans la région. Les slogans « Notre terre, notre richesse, notre avenir » traduisent une vision dans laquelle la ressource n'a de valeur que si elle améliore le quotidien agricole. Dans les villes, l'effet se diffuse d'abord dans les marchés et les petites entreprises.
Les commerçants de Ouagadougou ont, vu l'euphorie initiale, cédé la place à une attention inquiète lorsque la manchette virale a circulé. Les spéculateurs locaux, prudents, adaptent leur stratégie face à une volatilité nouvelle alimentée par la réaction internationale. Les étudiants, eux, perçoivent un horizon inédit. La création de filières en géologie appliquée attire rapidement une génération qui voit dans Somgandé une opportunité technique et scientifique. Cette dynamique transforme les entreprises urbaines en relais de diffusion du récit national. Au cœur de l'État, la découverte agit comme un accélérateur institutionnel. Les ministères réorganisent leurs équipes pour intégrer les données géologiques, les diplomates ajustent leurs notes internes et les ingénieurs participent à des séminaires improvisés destinés à consolider un modèle disciplinaire. Le rôle d'Ibrahim Traoré consiste à stabiliser le récit en insistant sur la transparence, la sécurité et la maîtrise du rythme. Cette posture renforce la cohérence interne et évite les distorsions de communication. Dans les chancelleries étrangères, ces signaux encouragent une lecture plus méthodique du projet. Dans l'espace ouest africain, Somgandé devient un point de référence immédiat. Au Mali, au Niger et au Ghana, la découverte entraîne des propositions d'alliances minières régionales. Les gouvernements locaux souhaitent mutualiser l'expertise afin d'éviter une marginalisation face à l'émergence d'un nouveau centre stratégique sahélien. Les délégations affluent à Ouagadougou pour explorer des partenariats techniques et des mécanismes d'exploration conjointe. Derrière ces démarches, une question implicite apparaît. Comment préserver l'équilibre régional si un seul pays concentre une ressource capable de reconfigurer les cartes énergétiques et industrielles? Ainsi, la transformation induite par Somgandé ne se résume pas à un enrichissement potentiel. Elle redéfinit les cadres de gouvernance, les ambitions scientifiques, les équilibres sociaux et les rapports régionaux, installant le Burkina Faso dans un rôle que personne n'aurait anticipé si tôt. Les mois à venir s'organisent autour de 3 trajectoires possibles, chacune dépendante non seulement de la nature géologique du gisement, mais aussi de la capacité du pays à maintenir une cohérence institutionnelle. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils en dessinent les contours pour mieux comprendre les marges de manœuvre disponibles. Dans cette trajectoire, l'État maintient son contrôle intégral sur Somgandé, conformément aux orientations posées dès les premières semaines. Les investissements prioritaires se concentrent sur la formation technique, l'ouverture de laboratoires minéralogiques et la consolidation de la cartographie 3D issue des partenariats sino-burkinabé. La communication demeure maîtrisée afin de réduire la volatilité des marchés internationaux. Cette approche produit une croissance progressive, soutenue par des compétences locales qui montent en puissance. La stabilité repose ici sur une discipline politique continue. Le pays accepte des partenariats étrangers strictement balisés, clauses de transparence, supervision locale obligatoire, blocs d'exploitation limités. Les entreprises chinoises et brésiliennes pourraient obtenir des segments précis, tandis que l'État conserve la direction stratégique. Les revenus augmentent plus vite, permettant des investissements immédiats dans les infrastructures, la sécurité du site et la formation accélérée des ingénieurs burkinabés. Cet élan crée une dynamique positive, mais fragile. L'équilibre diplomatique doit être maintenu avec une précision extrême. Dans cette hypothèse, la pression internationale s'intensifie, campagne médiatique, ingérence économique ou tentative de marginalisation. L'État réagit en resserrant la gouvernance, en nationalisant davantage l'extraction et en s'appuyant sur des réseaux panafricains pour contourner les tensions. Cette posture renforce l'unité interne, mais son coût économique est élevé. Croissance ralentie, sanctions possibles, isolement diplomatique partiel. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il rappelle que toute ressource stratégique comporte une zone de friction. À travers ces 3 chemins, une recommandation se dégage. Pensez en termes de cadence plutôt qu'en termes d'abondance. Le défi n'est pas de savoir combien contient Somgandé, mais à quel rythme le pays peut absorber,
structurer et sécuriser ce qu'il a découvert. Face à l'ampleur de Somgand, l'histoire ne se joue pas seulement dans les laboratoires, les chancelleries ou les salles de crise. Elle se tisse aussi dans la façon dont chacun, à son échelle, absorbe une découverte capable de redéfinir le destin d'un pays. 3 groupes, en particulier, transforment déjà cette réalité en expérience quotidienne. Dans les villages entourant Somgand, la découverte n'est pas un récit abstrait. Les habitants y voient une promesse d'infrastructures, de routes surveillées et de possibilités nouvelles pour leurs enfants. La vigilance communautaire, observée dès les premières semaines, témoigne d'un attachement profond à la terre et à ce qu'elle représente. Cette proximité crée une responsabilité partagée. À Ouagadougou, les étudiants et les jeunes ingénieurs interprètent la découverte comme une validation de leurs ambitions scientifiques. Les nouvelles filières en géologie appliquée deviennent un horizon professionnel concret. Les discussions portent autant sur les diamants que sur les technologies futures, révélant une génération qui se projette au-delà du court terme. Dans les villes, les marchés et les médias, la population suit le projet comme une conversation nationale. L'émission Somgand, notre avenir, donne la parole aux ingénieurs, aux agriculteurs, aux officiers, créant une narration inclusive où chacun retrouve un fragment de son quotidien. La richesse cesse ainsi d'être une abstraction pour devenir un apprentissage partagé. Pour transformer Somgand en stabilité durable, un plan en 5 axes a été adopté à la fin de 2025. Il ne s'agit pas d'un catalogue technique, mais d'une méthode qui cherche à aligner savoir, prudence et souveraineté. Chaque axe définit clairement qui agit, dans quel délai et selon quels critères de réussite. L'Académie nationale des mines doit former 500 ingénieurs par an. La responsabilité revient aux universités et aux partenaires techniques avec un indicateur simple: la capacité du pays à conduire l'extraction et la cartographie sans dépendance extérieure. Sans expertise locale, aucune souveraineté n'est durable. Les drones de forage et la cartographie 3D, issus de la coopération sino-burkinabé, doivent produire des données publiques. Le succès se mesure au degré de transparence disponible pour les chercheurs, les ingénieurs et les institutions, afin d'éviter toute captation opaque. Chaque étape, exploration, extraction, transport, passe par une évaluation écologique. La reforestation et le contrôle strict de la consommation d'eau deviennent des critères incontournables. La valeur d'un diamant ne doit pas dépasser ce que le pays accepte de prélever à son environnement. Un comité réunissant universitaires, représentants ruraux et forces armées suit le projet. L'objectif est d'institutionnaliser, pour la transparence, au-delà de la seule figure d'Ibrahim Traoré, garantissant la solidité du projet même en période de transition politique. L'intégration au réseau panafricain des ressources stratégiques sert de bouclier diplomatique. Le critère de réussite, la capacité collective à absorber les pressions extérieures. Au crépuscule de l'année 2025, Somgand n'a plus l'apparence d'un volcan silencieux. Il est devenu un point de repère intime pour ceux qui vivent à proximité. Là où, dans les premiers jours, les mineurs répétaient « Nous creusons pour nos enfants », une idée plus profonde s'est installée. Chaque pierre extraite traduit un effort patient, une forme de responsabilité partagée qui dépasse la seule valeur du diamant. Les habitants ne regardent plus la montagne comme un décor, mais comme un témoin. Dans ses allers-retours entre le terrain et les institutions, Ibrahim Traoré revient souvent dans la zone, non comme un triomphateur, mais comme un observateur lucide d'un pays qui se réorganise. Sa présence rappelle que la découverte n'est pas seulement un enjeu économique, mais un apprentissage collectif, fait de prudence, de gestes répétés et de couches accumulées, comme celles qui ont formé les pierres au fil des millénaires. Dans les villages, les mères murmurent que la montagne dort en paix, car elle a trouvé un peuple qui sait désormais l'écouter. Une vérité demeure. La souveraineté se construit. Elle ne s'improvise pas. Ainsi se ferme le cercle ouvert dans les premières heures. Non par un triomphe, mais par une conscience partagée.
Ce qui se joue à Somgandé n'est pas une fortune, mais une manière d'avancer ensemble. À mesure que la poussière rouge du Sahel retombe sur les installations de Somgandé, une autre dynamique commence, celle du temps long, fait d'attention collective et de gestes répétés. Car une découverte de cette ampleur n'appartient pleinement à un pays que si chacun peut suivre, comprendre et questionner les étapes qui la façonnent. La souveraineté n'est pas un monument figé, c'est une conversation continue, nourrie par la vigilance et par le partage. C'est dans cet esprit que cette chaîne ouvre un espace de discussion calme, documenté, accessible. Ici, chacun peut revenir sur les données, interroger les choix, comprendre les enjeux et proposer des angles encore inexplorés. Les sujets avancent vite, mais les idées ont besoin de temps. Si vous souhaitez approfondir certains aspects, techniques, humains ou géopolitiques, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Si un point vous semble flou ou si une partie du récit mérite d'être éclairée, dites-le simplement. Le débat n'est solide que s'il reste ouvert, posé, partagé. Et c'est ensemble que nous construirons la suite.